Je vais passer maintenant à la partie statistique. Alors, je vais réessayer. Hop. Si éventuellement on peut venir à la diapositive juste avant. Voilà, merci. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont quelques éléments qui nous proviennent du futur rapport sur l'état de la menace qui va paraître d'ici quelques temps. Donc, ce n'est pas encore paru dans ces conditions sur les médias, mais ça viendra d'ici peu. Je vais juste vous donner quelques éléments. Vous voyez ici 348 000 atteintes numériques enregistrées en 2024. C'est tout ce qui a été enregistré dans les services de police et de gendarmerie. Donc c'est vraiment très vaste. Hein. C'est à la fois une personne qui a été victime tout simplement d'un smishing. Hein. Elle reçoit un SMS, elle va appuyer avec son doigt sur un lien, elle va croire ce qui lui a été dit, elle va rentrer ses codes de carte bancaire, elle va être délestée de quelques centaines d'euros. Bon, ça, c'est un fait. On peut avoir également aussi un autre fait. Vous avez une entreprise qui a été victime d'une attaque par rançongiciel, j'y reviendrai, mais l'attaque par rançongiciel, c'est un pillage des données et ensuite c'est votre système d'information qui est complètement mis à mal avec une quasi-impossibilité de pouvoir le récupérer. Donc ça, c'est quand même évidemment bien plus structurant, mais ça fait deux faits qui sont comptés dans les mêmes conditions. Donc 348 000 faits. Vous voyez, on dit qu'on a à peu près 2% d'augmentation depuis 2023, entre 2023 et 2024. C'est une réalité. Pour autant, sur les 5 dernières années, c'est une augmentation de 75%. Donc ça peut être un peu anxiogène, mais ça montre quand même que les attaques cyber, elles sont particulièrement importantes. Et même si entre 2023 et 2024, on a pu enregistrer quelque chose d'un peu stagnant, sur les 5 dernières années, la progression a été vraiment fulgurante. Sur la typologie de ces atteintes, vous voyez qu'on a 65% qui correspondent aux atteintes aux biens. Alors les atteintes aux biens, c'est quoi? Donc parmi ces 65%, la grande majorité, c'est-à-dire 80%, ce sont essentiellement les escroqueries. Donc quand j'évoquais tout à l'heure le SMS reçu, donc le smishing ou le phishing, ou on parle de kishing maintenant avec le QR code, il faut être particulièrement vigilant, notamment sur les tables de restaurants ou sur les bornes de recharge de vos véhicules. Ça peut être de faux QR codes qui ont été affichés, et puis on va vous demander de rentrer vos codes de carte bancaire, et là aussi vous allez vous faire délester de quelques centaines d'euros, voire parfois davantage. Donc ça fait partie de cette partie des atteintes aux biens. Donc pour 80%, on est vraiment sur les escroqueries. Et pour les 20% qui restent, c'est là où on va parler d'atteinte au système de traitement automatisé des données. Donc là aussi, c'est le terme officiel qui est un peu complexe à comprendre, mais c'est là où justement on va retrouver toutes les attaques qui sont les plus conséquentes sur les systèmes d'information. C'est-à-dire que vraiment on pénètre dedans et on va faire en sorte de le faire dysfonctionner, voire parfois de le neutraliser dans sa complétude. Et typiquement, c'est là où on va retrouver ces fameuses atteintes par rançongiciel. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais je le détaillerai juste après. Et ensuite, vous avez 29,7% qui concernent les atteintes aux personnes. Les atteintes aux personnes, je l'évoquais un peu tout à l'heure, c'est tout ce qui va être pédopornographie, c'est également le cyberharcèlement qu'on trouve de manière assez importante, qu'on a vu augmenter d'ailleurs de manière assez forte à partir de la période qui était liée à la crise des Gilets jaunes, à l'encontre des élus en particulier, mais pas uniquement. Donc ça, c'est aussi un élément qui augmente de manière assez forte. Voilà, sur cette partie-là, je vais juste faire maintenant sur les statistiques un petit focus sur 2 points. Le premier, c'est justement celui des atteintes aux biens, et en particulier les rançongiciels. Là, je vais vraiment insister parce que je pense que c'est ce qui peut vous intéresser, et j'espère que vous ne serez pas victime, et j'espère que vous ne l'avez pas été jusqu'à présent, mais peut-être que ça a été le cas pour certains d'entre vous. Les rançongiciels, vraiment pour faire très simple, c'est globalement un virus, un malware, qui par un moyen ou un autre va pénétrer dans votre système d'information, va avoir 2 actions. La première, c'est d'exfiltrer les données qui en général sont des données sensibles, soit parce que ce sont des données personnelles, soit parce que ce sont des données qui sont très liées au mode de fonctionnement de l'entreprise, voire éventuellement au secret industriel, donc de la donnée sensible. Et ça, si vous n'avez pas un système performant de détection, vous n'allez pas vous en rendre compte. Et une fois que toute la donnée a été extraite vers l'extérieur, potentiellement pour être vendue, eh bien, votre système d'information va être totalement chiffré, avec une clé de chiffrement, et va devenir totalement inopérant. Et l'adversaire, eh bien, va vous demander une rançon payable en crypto-monnaie, en échange potentiellement d'une clé de déchiffrement, et en échange aussi de ne pas divulguer les informations qui ont été fuitées. Aujourd'hui, on voit un troisième élément qui vient s'ajouter à cela, c'est des attaques par déni de service. Alors les attaques par déni de service,
pour faire très simple aussi, c'est une multitude de requêtes qui viennent sur un site web, par exemple, pour le rendre totalement inopérant. C'est-à-dire qu'il y a tellement de requêtes, il n'est pas capable d'absorber. Donc n'importe quelle autre personne qui viendrait de manière très légitime ne veut pas avoir accès au site. Donc ça rajoute une pression supplémentaire pour que vous puissiez payer la rançon. Ça, c'est le principe du rançongiciel. Le rançongiciel, on a vraiment vu apparaître 2017, 2018. Et les entités qui étaient victimes, c'était vraiment les grands groupes industriels, les entités type CAC 40 que j'évoquais tout à l'heure, avec une préparation très minutieuse qui durait dans le temps, avec vraiment des entités qui étaient ciblées et avec des demandes de rançon particulièrement importantes. C'est-à-dire plusieurs dizaines de millions d'euros ou de dollars en équivalent crypto-monnaie. C'était assez problématique à l'époque, mais en s'attaquant à des entités qui sont des entités qui ont les reins particulièrement solides, elles ont pu se mettre à niveau en termes de maturité cyber, et même si ces attaques aujourd'hui continuent, les impacts sont bien moins importants que ce qu'on a pu connaître à l'époque. Et pour autant, même si les attaques ont été particulièrement fortes, ces entreprises ont continué à vivre. Et donc l'adversaire, lui, s'est très largement adapté. Et plutôt que de préparer une grosse attaque, de cibler une entité spécifique, eh bien, il va lancer les attaques, ce qu'on appelle très souvent la pêche au chalut, en tout cas tous azimuts. Les entreprises ou les collectivités ne sont pas ciblées. C'est aussi comme ça que les hôpitaux peuvent être victimes. Les demandes de rançon vont être globalement proportionnelles au chiffre d'affaires de la PME, de l'ETI, de l'entité. Et puis finalement, même si ce qui est demandé est moins important en termes financiers, vu la multitude qui a été touchée et ceux qui ont potentiellement décidé de payer, c'est un modèle économique qui devient rentable pour l'adversaire. Et donc ça, c'est assez dévastateur parce que c'est ce qui contribue justement à multiplier le nombre d'attaques et ce qui fait qu'aujourd'hui, même si vous dites « moi, je vais intéresser personne, je ne suis pas une suffisamment grande entreprise », eh bien potentiellement, vous pouvez quand même être touché sans forcément avoir été visé. Alors, je sais que le discours peut parfois être un peu anxiogène, mais aujourd'hui, c'est la réalité, c'est ce que l'on voit en termes d'attaques. Donc pas des attaques ciblées, mais des attaques qui sont vraiment très généralisées et chacun peut être touché aujourd'hui. Quand j'évoquais tout à l'heure les diagnostics ou pré-diagnostics cyber qui avaient été effectués par la gendarmerie, depuis 2022, ça a été mis en place, et on a pu identifier que la plus petite collectivité qui avait été victime d'une attaque cyber, et notamment une attaque par rançongiciel, c'était une commune de 200 habitants. Alors déjà, une commune, évidemment, elle ne peut pas payer de rançon, parce qu'elle est soumise aussi, comme tout le monde, au principe des marchés publics. Et en plus, vous imaginez une commune de 200 habitants, elle n'a pas les moyens. Donc, elle aussi, elle avait été victime parce que victime de cette fameuse pêche au chalut. Donc voilà pour cet aspect-là. Alors là, quelques éléments si d'aventure vous étiez victime. La première chose, évidemment, nous, la position du ministère de l'Intérieur, c'est de ne jamais payer la rançon. Tout simplement parce que ça alimente la filière du crime et que c'est une position évidemment qu'on ne peut pas accepter. Maintenant, ça reste la décision de celui qui est victime. Mais ce qui est important, en tout cas essentiel pour nous, c'est que force de police ou de gendarmerie, on soit immédiatement alerté. Qu'on soit alerté pourquoi? Pour pouvoir intervenir. On va intervenir tout simplement parce que sur ce genre d'action, il faut qu'on puisse, ce qu'on appelle assurer un peu non pas le gel des lieux, parce qu'on a bien compris que, évidemment, l'objectif pour vous, c'était de rétablir vos systèmes d'information. Donc, vous avez besoin de prestataires de services qui sont sur le territoire, j'y reviendrai tout à l'heure, et qui peuvent vous aider à reconstruire votre système d'information. Mais nous, on a besoin de récupérer des éléments qui seront utiles à l'enquête et à l'identification des auteurs. Je vous donne encore une fois un exemple. Ça, c'est ce qu'on a pu observer. Quand vous avez un serveur ou un poste client qui a été touché, vous avez un certain nombre de données qui sont présentes en mémoire vive. Si vous arrêtez l'ordinateur, la mémoire vive, c'est terminé, on ne peut pas la récupérer, alors qu'il y a des éléments qui sont très utiles à l'intérieur. Donc ça, si on n'intervient pas tout de suite, un jour après, c'est trop tard. Parce que l'entreprise de remédiation ou de DSI qui va reconstruire le réseau, évidemment, elle aura tout flashé. Et donc là, on ne pourra plus accéder à cette donnée très utile dans le cadre de l'enquête judiciaire. Bon, c'est un exemple, mais en tout cas, l'alerte immédiate, elle est importante. Et autre élément aussi important, c'est que dans le cadre de ces fameuses rançons, et donc il faut tout un mode opératoire, parce qu'elles sont payées en crypto-monnaie, ce n'est pas forcément facile. Systématiquement, il y a un canal qui est initié par l'adversaire, qui est un canal de messagerie instantanée pour pouvoir assurer un échange, et on rentre quelque part en négociation. Parce que le principe, c'est toujours aussi d'avoir une négociation sur la diminution du montant de la rançon. Ça, évidemment, on vous engage à ne jamais le faire seul, à ne jamais le faire
aussi avec peut-être votre compagnie d'assurance qui vous assure sur le risque cyber, mais toujours le faire en notre présence avec nos négociateurs. Nous avons des négociateurs de crise, que ce soit côté police ou côté gendarmerie, qui sont là pour ça, qui ont été formés par le GIGN ou équivalent pour la police nationale, et qui, dans le cadre justement des négociations, sont là pour pouvoir vous aider. Alors l'idée, ce n'est pas uniquement de faire baisser le montant de la rançon, je ne rentrerai pas dans le détail, mais en tout cas, c'est un élément très utile là aussi, dans le cadre de l'enquête, mais on est là pour vous aider, et donc l'alerte immédiate est importante. On ne peut pas se contenter exclusivement d'être appelé 2 ou 3 jours après, parce qu'il y a une obligation, si vous voulez potentiellement pouvoir bénéficier de votre police d'assurance, de déposer plainte dans les 72 heures, mais 72 heures pour nous, c'est trop tard. Il faut absolument nous alerter immédiatement. Et il y a une différence entre l'alerte immédiate et le dépôt de plainte. Voilà pour ça, je n'en dis pas plus sur cette partie attaque par rançongiciel, mais sachez que c'est encore important aujourd'hui, même si ça a plutôt tendance à baisser en termes de volumétrie entre 2023 et 2024, mais en tout cas ça reste à un niveau très élevé. Le deuxième point que je voulais aborder et qui peut vous intéresser aussi, c'est celui de la fraude au président. La fraude au président, pour faire très simple, c'est un individu qui va se faire passer par le président d'une entreprise, qui va prendre contact avec une personne qui a la capacité à pouvoir effectuer un virement et qui va lui faire faire un virement sur un autre compte, qui est un compte frauduleux. Donc l'entreprise va perdre le montant du virement qui a été effectué. C'est quelque chose qu'on voit depuis évidemment très longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, ce dispositif, en tout cas ce phénomène, devient de plus en plus performant, notamment par l'intermédiaire de l'utilisation des deepfakes. Les deepfakes, c'est le recours à l'intelligence artificielle pour la modification d'un enregistrement ou de la voix, pour la modification des images, pour la modification des vidéos. Là aussi, je peux vous donner un exemple. Il y a quelques années, lorsque vous receviez dans vos boîtes aux lettres mail personnelles des messages donc de phishing, en général, c'était assez facile de pouvoir le voir. C'était bourré de fautes d'orthographe. Aujourd'hui, vous utilisez des dispositifs comme ChatGPT ou Mistral AI ou d'autres. Vous demandez tout simplement de rédiger un mail sur tel ou tel sujet en provenance de telle entité type EDF, La Poste ou j'en sais rien. Vous avez quelque chose qui est parfait, il n'y a pas de faute d'orthographe et en plus, vous pouvez le faire rédiger dans des langues différentes. Et donc, pour la personne qui va le recevoir, déjà, cet élément qui devait porter une petite attention sur les fautes d'orthographe, ben ça c'est terminé et donc eh bien, c'est particulièrement efficace. Et au-delà de l'aspect transformation du texte, eh bien maintenant aujourd'hui c'est bien la transformation des images, la transformation de la voix et c'est aussi la transformation de la vidéo. Donc ça va très loin et ça rend le dispositif particulièrement performant. Donc sur ça, en conseil, c'est vraiment de mettre en place un process avec les personnes qui ont la capacité à pouvoir effectuer des virements ou en tout cas à changer des virements qui étaient existants sur certains comptes, de vraiment mettre un process de façon à pouvoir s'assurer que c'est quelque chose qui est bien légitime. Et d'ailleurs, ces attaques qui sont menées au travers de l'intelligence artificielle par le recours à ces fameuses deepfakes, en général, la cible, donc la personne qui a cette capacité à pouvoir effectuer les virements, elle va être quand même étudiée avant, notamment au travers de toutes ces traces sur les réseaux sociaux. Donc il faut faire particulièrement attention à son hygiène numérique. C'est-à-dire que si une personne, on évoquait LinkedIn, tout un tas de réseaux sociaux tout à l'heure, peut avoir un peu trop de détails sur sa fonction au sein de son entité et ses capacités à effectuer un certain nombre d'opérations, et bien ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, comme dirait l'autre, mais ça va être analysé par l'adversaire et sont autant d'éléments qui seront utilisés pour justement être plus performants dans le cadre de cette fraude au président. Voilà, ça c'est aussi quelque chose que je souhaitais évoquer avec vous parce qu'on le voit de manière très régulière dans les services d'enquête et ça devient de plus en plus pertinent et performant avec le recours aux nouvelles technologies. Avant de passer sur les aspects qui sont liés à la prévention et au conseil, peut-être juste vous dire aussi que malgré tout, même si le discours peut paraître un peu anxiogène au départ, l'interpellation des auteurs d'actes cybercriminels, ça marche. Ça marche et ça marche plutôt bien aujourd'hui. Ce sont des enquêtes qui sont des enquêtes évidemment très complexes pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une dimension numérique technique qui est très forte, donc ça nécessite des compétences, ça nécessite des investigations qui sont assez lourdes et qui prennent du temps. Et la deuxième, c'est que le phénomène est évidemment international, donc on a un vrai besoin de coopération entre les forces de police ou de gendarmerie des différents pays européens et au-delà de l'Europe, et également entre les différents services de justice.
Alors vous avez peut-être entendu parler d'Europol. Donc au niveau européen, on a un dispositif qui fonctionne plutôt bien pour mettre en réseau l'ensemble des polices européennes. Il y a l'équivalent côté justice qui s'appelle Eurojust. Et vous avez entendu sans doute aussi parler d'Interpol. Et donc Interpol, c'est l'Europol avec les autres sur les autres continents qui permettent là aussi des mises en relation. Je vais vous donner encore une fois un exemple très concret qui fait le lien avec notamment ces fameuses attaques par rançongiciel à l'encontre d'entreprises du CAC 40. Ragnar Locker, qui était un rançongiciel particulièrement fameux en 2019-2020. On a fait les premières interpellations, c'était la gendarmerie qui avait été saisie de Ragnar Locker. Première interpellation en 2021, deuxième interpellation en 2022, ensuite 2023, 2024, il y en a tous les ans. Ce sont les administrateurs de Ragnar Locker. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup moins. Logbit, vous l'avez sans doute peut-être entendu parler les uns ou les autres. Logbit, démantelé, là aussi, c'était jusqu'en 2023, sans doute celui qui était le plus dévastateur sur les systèmes. Il a été démantelé par la gendarmerie nationale. Alors évidemment, il faut rester très prudent parce que dès lors qu'on peut avoir coupé une tête, ça peut reprendre sous des formes très différentes, mais pour autant, ça fonctionne. Et tout ça, ça fonctionne grâce à une vraie coordination et une vraie coopération internationale. Pour chacun des services de police ou de gendarmerie, je sais que j'ai cité tout à l'heure l'OFAC, l'UNC, la BL2C, globalement, vous avez tous les mois une quinzaine d'échanges en international, soit dans le cadre des enquêtes judiciaires, soit dans le cadre d'échanges techniques, éventuellement dans le cadre d'échanges juridiques, mais cette dimension internationale, elle est particulièrement forte et importante. Ça me permet justement juste de faire un dernier petit focus là-dessus. À titre d'exemple, sur la coopération globale et le fait de ne pas rester auto-centré, pour le ComCyber du ministère intérieur, j'ai cité tout à l'heure qu'on était présent à Lille sur notre Centre national de formation cyber. Si on est à Lille, c'est pas un hasard. Lille, c'est un carrefour européen. Et j'ai parlé d'un workshop crypto qui avait été fait avec un certain nombre de pays de l'Union européenne et au-delà de l'Union européenne. Donc ça, c'est aussi un exemple de coopération internationale. On n'est pas uniquement à Lille, et moi je suis pour mon état-major positionné à Sèvres pour le commandement, dans l'hélico civil. J'ai également une entité qui est au sein du campus cyber à la Défense. Le campus cyber, il a été voulu par le président de la République en 2018, il a été mis en place globalement en 2020-2021. C'est une tour de 13 étages qui est dédiée à l'écosystème cyber, écosystème privé, public, monde universitaire, monde de la recherche. Le ComCyber du ministère intérieur, on y est présent pour développer les partenariats avec le public et le privé sur, évidemment pas les enquêtes judiciaires, mais en tout cas sur des aspects très techniques. Et il n'y a pas de frontière entre la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. Donc cette existence, cette présence au sein de l'écosystème, elle est majeure aussi en termes de coordination et de coopération. Voilà, c'était juste un petit aparté, mais je n'avais pas l'occasion de l'évoquer, donc j'en dis juste un mot. Donc voilà pour la partie opérationnelle, ça fonctionne et soyez aussi rassurés par rapport à ça. Nos enquêteurs, qu'ils soient policiers ou gendarmes, ont la foi en la matière et même si ces enquêtes sont très longues, ça interpelle et à travers le monde. Et d'ailleurs, les interpellations sont très rarement sur le territoire national. Là aussi, on part très régulièrement à l'étranger. Et d'ailleurs, on peut se dire parfois, parce que beaucoup de groupes criminels sont des groupes russophones, on peut le dire, mais ils ne sont pas forcément tous positionnés en Russie. Et vous avez un certain nombre d'entre eux, qui sont des auteurs, qui sont positionnés dans des pays qui peuvent être des pays de l'Union européenne, d'ailleurs souvent, mais pas que. Ça peut être au Canada, ça peut être aux États-Unis ou ailleurs. Et donc là, on peut les interpeller. Et je ne sais pas qu'on peut, c'est qu'on le fait. Donc ce sont des choses qui marchent. Et ce n'est pas parce qu'on a un russophone qu'on n'est pas en mesure de pouvoir l'interpeller aujourd'hui.